Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours des encéphalites. La fois passée, on avait vu les agents infectieux à la pathogénie des infections virales du système nerveux central avec du diagnostic et des manifestations cliniques. Cette fois-là, on va entamer la deuxième partie. On va aborder des examens paracliniques et de la prise en charge ou bien de la thérapeutique. Donc, tous les supports de tous les cours sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, premièrement, comme examen paraclinique, bien sûr, c'est l'imagerie. Donc, c'est les résultats de ces imageries peuvent être normaux ou montrer des anomalies. Donc, c'est la TDM qui est utile pour éliminer les lésions occupantes de l'espace. L'IRM est sensible pour détecter les lésions de démyélisation et la localisation de signaux normaux peut parfois être évocatrice d'une étiologie qui est spécifique. Donc, comme examen paraclinique en première intention, c'est de l'imagerie, c'est de la TDM et l'IRM cérébral, bien sûr, qui mieux nous permet de mieux percevoir les structures là en signal hypo et hypersignal si on a des localisations du signal anormal, ça va nous permettre de faire, selon la localisation comme nous allons aborder, ça va nous permettre de poser un diagnostic. Par exemple, si l'atteinte, elle est dans le lobe temporal, c'est la nécrose temporale, c'est la fameuse nécrose temporale qu'on va la trouver chez quel pathogène? C'est l'herpès virus simplex, c'est l'HSV1. Il est caractérisé par la nécrose temporale qui peut se manifester par un hyposignal dans la région temporale. Donc, un hyposignal dans la région temporale et en faveur d'une infection virale à HSV1, à herpès virus. Premièrement, la nécrose temporale. Deuxièmement, si l'anomalie de l'atteinte est du thalamus et des ganglions de la base, ça peut être dans le cadre de les infections du système nerveux central qu'on avait vu, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est l'encéphalite qui est due au déprion, ou bien de l'arbovirose, ou bien de la tuberculose. Donc vous voyez que les localisations sont en faveur de certaines étiologies. Donc quand vous voyez là, c'est de la nécrose temporale. Vous voyez bien, c'est un hyposignal, une nécrose temporale qui se voit là très clairement et net. Ça, c'est en faveur très probablement vers l'herpès virus. Donc, c'est la nécrose temporale à HSV1. Donc, vous voyez l'imagerie, ça peut nous aider de façon immense pour poser le diagnostic. Là, vous voyez, ce sont des atteintes du thalamus. Ils sont, comme nous avons dit, retrouvés au niveau de maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est l'encéphalite, arbovirose et la tuberculose. Troisièmement, la présence d'hydrocéphalie peut suggérer des causes non virales. Donc, faites attention. Là, c'est les lésions au niveau du thalamus, quand vous voyez là. Ça, c'est en faveur de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'arbovirose et de la tuberculose. Ça, bien sûr, c'est la fameuse hydrocéphalie. Vous pouvez la faire le diagnostic dès que vous voyez ça. Vous voyez, ça, on avait dit ventriculomégalie. J'espère que vous vous souvenez de ce terme. On a abordé avec détail l'hydrocéphalie dans 3 parties. Je vous invite toujours à consulter les playlists, à traiter les modules comme entités pour mieux simuler les notions. Donc, bien sûr, une hydrocéphalie, donc c'est pas tous, elle peut suggérer une étiologie qui est non virale. Donc, les bactéries ont à causer des hydrocéphalies ou bien quelques affections fongiques ou parasitaires. Donc, généralement, les infections virales du système nerveux central ne tendent pas à donner ces hydrocéphalies. Donc, vous voyez, tous ces astuces-là sont utilisées, ou bien on peut l'utiliser dès que l'imagerie, ça peut nous aider énormément vers orienter ou balancer le diagnostic de tel ou tel
infection. Quatrièmement, l'IRM au cours d'une encéphalite post-infectieuse peut montrer en évidence des lésions multifocales impliquant principalement la substance blanche sus-tentoriale. Donc, c'est les lésions de d'immunisation de réaction auto-immune à cause de cette infection-là. Donc, on peut noter une diminution de la substance blanche sus-tentoriale. Donc, si on récapitule l'imagerie, si on a cette nécrose temporale, ça c'est en faveur d'une HSV1, herpès virus 1. Si les lésions sont, comme vous voyez là, au niveau du thalamus, ça c'est la maladie du prion, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l'arbovirose, ça peut être de la tuberculose. Et bien sûr, lorsqu'on a d'une hydrocéphalie, là, le diagnostic va balancer en dehors des infections virales. Là, nous sommes probablement dans des étiologies non virales. Ça peut être d'origine bactérienne ou bien parasitaire. Et lorsqu'on va dans l'IRM des lésions post-infectieuses, là, nous sommes dans l'encéphalomyélite post-infectieuse. On a abordé ça dans la première partie. Je vous ai dit, faites attention à différencier une méningite avec une encéphalite. Et comme deuxième diagnostic différentiel, faites attention à diagnostiquer une encéphalite avec une encéphalomyélite post-infectieuse qui est le résultat d'une réaction inflammatoire à médiation immunitaire. Donc j'espère que l'imagerie maintenant, elle est facile à retenir. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on a vu, ce qu'on est en train de dire. Ce sont des notions à retenir et bien sûr des questions fréquentes d'examen et même dans les cas cliniques. Toutes ces notions-là vont vous aider vers balancer vers tel ou tel diagnostic. Donc ça c'était l'imagerie, le rôle de la TDM et de l'IRM. Deuxièmement, l'électroencéphalogramme. Il est souvent anormal dans les encéphalites aiguës. On va noter une focalisation dans la région du lobe temporal qui est évocatrice d'une encéphalite à herpès simplex virus 1. Donc la nécrose temporale, elle va se manifester bien sûr par des anomalies sans l'électroencéphalogramme. Donc si on a une hypodensité temporale avec des signes de focalisation temporale dans l'EEG, bien sûr, là, on est sûr que la focalisation, elle est temporale. C'est bien sûr, c'est l'herpès, c'est la jonquille dans cette nécrose temporale-là. Comme d'autres examens, c'est l'étude du liquide céphalorachidien ou bien du LCS. Elle est utilisée bien sûr pour confirmer la présence d'une maladie inflammatoire du système nerveux central. Donc, les signes suivants sont caractéristiques des infections virales du système nerveux central. Je vous invite à consulter le cours de méningite. On a bien abordé l'interprétation des examens ou bien des résultats du liquide céphalorachidien. On a parlé déjà de la pléocytose, on a parlé de la prédominance, soit lymphatique ou bien polynucléaire. On avait parlé de la notion de la protéinorachie, de glycorachie et même de l'aspect du SCR. Je vous invite à consulter le cours de méningite. Il est toujours dans la playlist de neurologie. Donc, les critères qui sont en faveur d'une infection virale, c'est l'augmentation de globules blancs, avec prédominance, bien sûr, lymphocytaire. Donc, faites attention, les infections virales sont à prédominance lymphocytaire. Par contre, aux infections bactériennes qui sont à prédominance polynucléaire, c'est une neutrophilie. Deuxièmement, la concentration protéique élevée, donc, mais généralement inférieure à 150 mg par décilitre. Donc, c'est une hyperprotéinorachie, mais qui est modérée. C'est pas comme dans la méningite et comme dans les infections à méningocoque et à pneumocoque où on va noter une hyperprotéinorachie notamment élevée. Donc, faites attention à ça. Et bien sûr, la notion de la glycorachie. Donc, normalement, la glycorachie dans les infections virales, elle doit être normale, c'est entre 50 et 75% de la valeur de la glycémie sanguine. Tout ça, on avait abordé avec détail dans le cours des méningites. Nous sommes juste en train de récapituler maintenant. Mais dans des valeurs modérément réduites sont parfois observées dans l'HSV. Donc, mais
C'est pas d'une glycorachie qui est effondrée, comme par exemple de la fameuse tuberculose. Elle a une hypoglycorachie qui est effondrée et elle a une hyperprotéinorachie supérieure à même 200-250 mg par décilitre. Or, parfois, c'est l'HSV, parfois les auréons, certains entérovirus, où on peut noter une hypoglycorachie mais qui est modérée, pas une hypoglycorachie fruste, effondrée, comme si c'est le cas dans les infections bactériennes et tuberculeuses. Dernièrement, il n'existe pas de globules rouges, ils sont absents dans la ponction lombaire. Donc, soit une ponction traumatique, bien sûr, c'est un diagnostic différentiel. Leur présence suggère une infection à HSV1 et d'autres encéphalites nécrosantes. Donc, normalement, dans les infections virales banales, on ne va pas noter d'une globule rouge. Dans le SCR, il n'y a pas d'hémorragie, sauf en cas peut-être d'une nécrose temporale. Ça va saigner et ça va donner un LCR hémorragique ou bien zoontochromique, ça se peut le cas. Donc, bien sûr, cette ponction-là, elle n'est pas traumatique. On va faire le diagnostic avec une ponction traumatique avec l'épreuve des trois tubes, comme on avait déjà vu dans le cours. Je vous répète, c'est le cours de méningite. Vous devez, ou bien vous pouvez le consulter dans la playlist de infectiologie. On a abordé tous ces examens du LCR et des ponctions lombaires. Troisièmement, comme examen paraclinique, c'est la PCR qui est l'examen de choix. Donc, ça, c'est du liquide céphalorachidien, comme vous voyez. Il a l'aspect eau de roche. Donc, il n'est pas purulent, comme vous voyez. Le LCR pendant les infections virales, il n'est pas purulent. Faites attention. Le PU, ça veut dire la présence de polynucléaires altérés. Et nous sommes maintenant dans un autre diagnostic. Ce sont les infections bactériennes du système nerveux central. Donc, ça, c'est la PCR. Donc, en plus de ces tests de base, le bilan initial étiologique d'une infection virale doit généralement inclure le test de réaction Chain Polymerase Reaction. Le PCR dans le SCR, c'est un examen de diagnostic avec une haute affinité et une haute sensibilité. C'est un examen de certitude. Donc ça va montrer le génome de l'HSV1, l'herpès simplex 2, la varicelle, les entérovirus. Il va faire de la polymérase chain reaction. Il va augmenter la surcharge de ce génome par réplication de façon qu'il soit détectable et ça va nous donner le diagnostic, certitude, je répète, de cet agent infectieux qui est là. Donc la PCR, c'est le gold standard. C'est un examen de certitude souvent utilisé dans ces infections-là. Aussi, on dispose de la sérologie. Donc ça, c'est de la sérologie. Les tests sérologiques sont importants pour les patients qui ne s'améliorent pas et qui n'ont pas de diagnostic basé sur la PCR. Donc, la sérologie, elle trouve son rôle pour les patients qui ne s'améliorent pas. On doit rechercher quelle est la complication qu'il a. Est-ce qu'il existe de virémie? Est-ce qu'il existe de thyrémie? Quelle est la cause qui ne nous permet pas à ces patients de mieux guérir et de s'améliorer de son état de santé? Dernièrement, en dernier recours, si on ne trouve pas l'indication ou bien si on est obligé, on va faire de la biopsie cérébrale. En dernier recours. En dernier recours, c'est la fonction cérébrale. C'est une biopsie cérébrale plutôt qui peut être envisagée dans les patients si l'étiologie de l'encéphalite est encore inconnue. Donc malheureusement, si la cause reste inconnue après la PCR, après l'étude du SCR, après même l'imagerie, donc on n'a aucun choix qu'on va utiliser. Le traitement de dernier recours, c'est la biopsie cérébrale stéréotaxique, comme vous voyez là. On va ponctionner, on va faire de la biopsie directement du parenchyme pour faire une biopsie et mieux savoir de quel agent pathogène il existe-t-il. Et dernièrement, comme résumé, la batterie des tests diagnostics initiaux
comprend souvent une culture, du LCR, une PCR, une sérologie des agents pathogènes suspectés. Ça, ce sont les trois examens très fidèles qui nous permettent de faire le diagnostic. Je répète, c'est la culture du LCR pour rechercher de quel germe. C'est la PCR. Bien sûr, la PCR, on avait dit, c'est un examen de certitude de haute gamme. Et on n'oublie pas la sérologie, les agents infectieux qui sont suspectés. D'autres tests peuvent également être nécessaires si le patient ne s'améliore pas. Donc, cependant, même avec l'utilisation de tests de PCR, l'étiologie dans nombre de cas reste indéfinie malheureusement. Donc, comme on avait dit premièrement, c'est difficile de détecter, comme on avait dit, une infection virale du système nerveux central. C'est un peu intriguant. Dernièrement, avant de conclure, le premier titre des examens paracliniques, les étiologies virales la plus importante, bien, l'étiologie virale la plus importante à exclure chez un patient atteint d'encéphalite. Faites attention là. Déjà ça, on avait dit dans le cours des infections du système nerveux central, c'est l'herpès virus. Car elle est mortelle, elle subit, survient de façon aiguë, elle est mortelle. Et malheureusement, on dispose de traitements, mais c'est le diagnostic qui est retardé qui va céder le passage à des complications et malheureusement, le patient va subir de la mort. Donc faites attention toujours, l'herpès devant une encéphalite d'installation rapide, pensez toujours à un herpès simplex virus 1, il est mortel. C'est de l'acyclovir comme nous allons voir dans le traitement. Faites attention, c'est de l'acyclovir en urgence. Je vous invite toujours à consulter le cours de méningite à liquide clair. Oh, on a abordé tous ces critères-là et d'herpès virus. Il est toujours dans la playlist infectiologie. Donc, le diagnostic se fait plus facilement. Détectons l'ADN de l'herpès virus par quoi? Comme je vous ai dit, c'est la PCR. Donc, en urgence, c'est de la PCR pour mieux détecter le gène. Si on est devant une infection à herpès virus, le traitement, dispose heureusement un traitement empirique, c'est l'acyclovir, doit être instauré en urgence. Donc, faites attention toujours devant une encéphalite, un seul agent pathogène que vous devez craindre, c'est malheureusement l'herpès simplex virus, c'est la nécrose temporale. Elle est mortelle et d'installation très très aiguë. J'espère que vous avez noté tous les points forts. Donc, si vous avez compris les cours précédents, si vous avez compris l'étude du SCR, les agents pathogènes, les infections du système nerveux central, ce cours-là de encéphalite, il va vous paraître très, très, très facile. C'est juste un récapitulatif de ce qu'on avait dit précédemment dans ce module et même dans le cours de méningite. Avant de conclure, on va aborder le diagnostic différentiel avant d'entamer la thérapie empirique. Donc, certains nombres d'étiologies non infectieuses peuvent imiter des infections du système nerveux central. Ça, c'est des tumeurs intracrâniennes, les métastases, les effets indésirables de médicaments, les maladies auto-immunes et même les affections paranéoplasiques. Donc, vous voyez le diagnostic différentiel là, c'est vaste. Donc, faites attention, il faut faire les examens, le dépistage maximum, faire de maximum d'examens pour mieux dépister ces autres affections-là. Ça peut être des tumeurs, ça peut être des métastases. On a abordé ça dans le cours des tumeurs cérébrales. Ça peut être des effets indésirables des médicaments. Ça peut être des maladies auto-immunes ou bien des affections paranéoplasiques. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec les l'encéphalite virale. Et les étiologies infectieuses non virales à prendre en compte chez le patient suspecté d'infection du système nerveux central comportent même aussi l'abcès cérébral, la syphilis, la méningite, la tuberculose et la méningite fongique. Donc, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels. Là, vous voyez, c'est une pathologie tumorale. Là, c'est un abcès, comme vous voyez là. Ça, c'est le syphilis. Méningite, c'est la nécrose de l'os
de la voûte. Donc, et même parfois on peut noter des processus, comme vous voyez là. Ça, c'est de la toxoplasmose. Comme vous voyez là, c'est de la toxoplasmose. C'est d'origine parasitaire. Et même d'autres étiologies qui sont des méningites à fongiques plutôt, ce sont la méningite cryptococcique. Donc on récapitule. Soit c'est de l'abcès cérébral, soit du syphilis, les méningites tuberculeuses, les méningites fongiques, et même aussi si le patient il est immunodéprimé, il peut s'agir comme diagnostic différentiel de l'encéphalite à toxoplasmose. On a abordé toutes ces infections-là dans les trois parties du cours du système, des infections du système nerveux central. Je vous invite à le consulter pour mieux comprendre l'enchaînement du cours. Donc, vous voyez, chez un immunocompétent, c'est les processus tumoraux, c'est les abcès, c'est le syphilis et même la tuberculose dans sa forme cérébrale. Et si le patient il est immunodéprimé, ça peut s'agir d'une toxoplasmose ou bien encéphalite toxoplasmique et le cryptococcose. Ça, parfois, il peut s'agir de la méningite cryptococcique. Donc, tout ça, ce sont des infections, ce sont des diagnostics différentiels avec de l'encéphalite virale du système nerveux central. Donc, vous voyez, ça, c'est un récapitulatif du cours qu'on a abordé précédemment dans cette série de vidéos. C'était les infections du système nerveux central. Dernier titre, la thérapie empirique. Donc, si vous vous souvenez bien sûr du cours précédent, on avait dit que les infections virales ils sont banales, donc aucun traitement spécifique pour la plupart des infections virales du système nerveux central, car ils sont bénignes. Mais Mais, comme nous avons dit précédemment, faites attention à l'infection de l'herpès simplex virus 1. Là, c'est l'indication de l'acyclovir en urgence. Faites attention à dose de 10 mg par kilogramme. En IV, tous les 8 heures doit toujours être instauré le plus tôt possible. Donc les infections virales, ils sont bénignes, mais faites attention aux herpès virus HSV1. Il peut être mortel par sa nécrose temporale. Donc, quelle est votre conduite thérapeutique en cas d'herpès? C'est l'acyclovir. C'est le fameux acyclovir qui est un traitement, heureusement qu'on dispose, qui est un traitement efficace, qui a prouvé son efficacité concernant les herpès viridés. On l'utilise en intraveineux tous les 8 heures et bien sûr le plus tôt possible. Donc, une prise en charge précoce est indispensable car elle associe une diminution significative de la mortalité et de la morbidité. Cette antirévirale, c'est la cyclovir, doit être également administrée si, en cas d'encéphalite, de varicelle ou de zona, on avait dit que la varicelle peut être, ou bien les zonas peut-être, sont bénignes, mais ils peuvent être dangereux pour les nouveau-nés et les sujets vieux, c'est l'état d'immunodépression. Donc, on doit administrer aussi la cyclovir, pas seulement devant l'HSV1, mais même aussi devant la varicelle et du zona. Donc, c'est facile. Faites attention aux herpès viridés. Et heureusement, on dispose de la cyclovir. Donc, c'est notre rôle de l'utiliser ou bien de l'administrer le plus tôt possible pour éviter de tomber dans les séquelles qui sont malheureusement mortelles. Donc, ça, c'était tout pour les infections virales ou bien les encéphalites virales. J'espère que les deux parties de ces vidéos étaient bénéfiques. C'était un cours facile. On était en train de récapituler toutes les infections qu'on avait déjà vues dans ce module et même quelques notions de méningite et d'infectiologie. Je vous invite à abonner toujours pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. J'espère que ces vidéos sont bénéfiques. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Ça, c'est le but de cette série de vidéos et des cours. C'est pour le bénéfique, c'est pour votre bénéfice, mes chers étudiants. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Merci pour votre attention
et bon courage.